la team, quoi Justin a parlé fort. Oui, le discours est fort et sûr et certain que le discours aussi est passé. Quoi Justin accuse ceux qui sont venus au pouvoir par les armes d'avoir pris les mairies données aux gens qu'on ne connaît pas. D'avoir pris l'identité, c'est-à-dire la pièce d'identité, la nationalité ivoirienne et donnée aux personnes qu'on ne connaît pas. Comment reconnaître qu'on ne les connaît pas? Bah, tout simplement parce qu'ils n'ont pas de père et ils n'ont pas de mère. Et pourtant, ils disent qu'ils sont des Ivoiriens. Connaissez-vous combien de personnes qui n'ont ni père ni mère? Même des orphelins, c'est-à-dire des enfants qui naissent alors que leur maman est morte en leur donnant naissance. On sait quand même qui est leur maman, hein, on connaît qui est leur papa. Il y a aussi ceux-là qui ont pu mettre au monde 500 enfants, 1000 enfants et plus. Quoi, Justin ici essaye de faire comprendre à ceux-là qui s'arrogent le droit aujourd'hui de décider des nouveaux Ivoiriens qui ont le droit d'avoir la nationalité et de ceux qui n'ont pas le droit d'avoir la nationalité. Ils s'arrogent le droit aujourd'hui de reprocher à ceux qui sont au pouvoir et qui se permettent aujourd'hui de dire que les Ivoiriens qui sont là aujourd'hui n'ont ni de père ni de mère et estiment que l'opposition n'est pas assez forte pour revendiquer. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui avec le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara? Je pense que c'est le test. Ce régime-là a tellement fait du mal qu'aujourd'hui ils sont en train de tester la capacité de l'opposition et voir jusqu'où les Ivoiriens seront passifs. Parce que voyez-vous, un gouvernement qui vient et décide de manière unilatérale, sans consulter le Parlement, de décider des nouveaux Ivoiriens qui auront la nationalité, c'est-à-dire des étrangers, mais qu'eux, ils décident de faire d'eux des Ivoiriens, des personnes qui ne respectent aucune règle qui les autorise à être Ivoiriens ou pas. Même quand vous voulez avoir la nationalité d'un pays, je pense qu'il y a un certain nombre de documents qu'on demande, il y a des règles qu'il faut respecter. Mais aujourd'hui, il y a de nouveaux Ivoiriens qui d'origine ne sont pas Ivoiriens. On ne refuse pas qu'après un certain nombre de temps, vous ayez la nationalité. Nous sommes des panafricains. Mais quand même, dites qui est votre père, qui est votre mère. Dites au moins qui est votre père, qui est votre mère. Ou alors, des femmes qui accouchent 500 000 enfants. Est-ce que c'est possible? Si ça, ce n'est pas de la tentation, si ça, ce n'est pas essayer de voir à quel niveau les Ivoiriens seront passifs face à ce genre de forfaiture, parce que vous savez, ce genre de forfaiture-là, ce n'est plus quelque chose où on va se dire peut-être c'est ça, peut-être ce n'est pas ça. Tout est devant vous. Et vous êtes conscient que ça, c'est la forfaiture. Est-ce que vous allez donc laisser passer ou est-ce que vous allez réagir? Le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara est ici en train de tenter la population ivoirienne et voir si ils vont accepter cette extrême violence de leur constitution, de leurs droits et de leur nationalité qui aujourd'hui est en train d'être distribuée à tout le monde et à n'importe qui. Non, 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 non. Pour avoir la nationalité d'un pays, vous devez le mériter. Même pour ceux qui sont dans des pays occidentaux et qui savent très bien comment ils méritent d'avoir les nationalités où ils se trouvent, vous devez faire ça pareil dans tous les autres pays. L'Afrique, soit elle est panafricaine et que tous les pays acceptent de former une véritable union africaine, soit vous devez mériter la nationalité des pays des autres personnes. Et seulement, M. Alassane Ouattara, le pire, c'est qu'il ne donne pas la nationalité là dans le bon sens. Il donne cette nationalité là pour pouvoir en profiter derrière. Et c'est où ça cause totalement le problème. Et ici, quoi, Justin essaye de démontrer et de dire à ceux-là que ce que vous êtes en train de faire ne va pas passer comme ça a eu l'habitude de passer avant. Cette fois-ci, vous serez stoppé net, mais seulement au bon moment. Il a parlé fort là-dessus. Écoutez. Allez-y leur dire ça. Ils ont pris nos mairies. Ils ont donné des extraits de naissance à des gens qui n'ont ni père ni mère. Ils ont pris nos mairies et ils ont prêté notre identité comme des amuse-gueules. Ils ont pris nos mairies et ils ont donné des extraits à des étrangers. Des gens que nous savons étrangers. Des étrangers avec lesquels nous vivons. Ils leur ont donné des extraits de naissance. Et avec des extraits de naissance, ces étrangers, ces gens, ni père, ni mère, ont eu des cartes d'identité.
Avec ces extraits de naissance, ils ont eu des cartes d'identité. Et avec les cartes d'identité, je parle aux jeunes, avec les cartes d'identité, ils se sont arrangés pour avoir de faux diplômes. Et ils ont le BPC. Et ils ont le BAC. Et ils ont le BTS. Alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. En 2010, le président Babalola a gagné les élections. Et pour éviter la guerre, il a demandé à ceux qui revendiquaient aussi la victoire, venez, on va recruter. Ce qui est plus facile. Il dit, si on raconte que j'ai perdu, je me retire. C'est moi qui vais prendre la honte et je vais me retirer. Ils n'ont pas voulu le voter. Et pour la première fois dans l'histoire des Nations Unies, on a fait décoller des hélicoptères estampillés ONU. Au lieu de distribuer du riz à ceux qui avaient faim, ils larguaient des bombes sur le domicile du président Gbagbo. Mais c'était une période difficile, n'est-ce pas? C'était une période difficile. Mais Michel Gbagbo, là, il pouvait fuir pour laisser son papa seul là-bas. Michel Gbagbo, là, il pouvait aller se chercher au Ghana. Il pouvait aller chercher au Libéria. Il pouvait aller chercher au Mali, au Burkina. Il pouvait fuir. Mais Michel Gbagbo est resté aux côtés de son papa. Michel Gbagbo est resté aux côtés de son papa. Et on a attrapé son papa. Et Michel était là aussi. Vous l'avez vu? Il était nu. On l'avait frappé. Le sang coulait sur Michel Gbagbo. Vous l'avez vu? Ils l'ont maltraité. Ils l'ont humilié. Ils l'ont bastonné. Ils l'ont chicoté. Ils l'ont blessé. Et le sang coulait sur son visage. Mais Michel, même dans le sang, était aux côtés de son papa. Et ils l'ont attrapé. Ils l'ont envoyé au gosse nu. Après le gosse, ils l'ont envoyé à Bouna comme prisonnier. Comme prisonnier à Bouna. Et ils ont demandé à un d'entre eux, à Oussou Jano, pourquoi ils ont arrêté Michel Gbagbo. Il dit, mais c'est le fils de Gbagbo. Le seul crime de Michel Gbagbo, c'est que le fils de Gbagbo. Chers amis, dans la vie, il y a les combattants, ceux qui prennent la résolution de se mettre au service de leur peuple. Et pour ça, ils sont prêts à endurer toutes les souffrances qui peuvent arriver. Chers amis, dans la vie, il y a ceux qui décident de s'engager et de ne jamais reculer devant l'adversité. Et de ne jamais reculer devant l'épreuve. Il y a ceux qui s'engagent, qui franchissent les épreuves, qui affrontent les épreuves et qui parviennent à la victoire. Et ceux-là, aujourd'hui, vous avez l'un d'entre eux avec vous, c'est Michel Gbagbo. À côté de ceux-là, vous avez ceux-là qui disent, moi, je suis le fils de... Moi, mon papa a été, ma maman a été,
Moi, j'attends. Moi, je suis tranquille. Et ils attendent qu'on les positionne. Ils attendent qu'on les mette au sommet. Ils attendent qu'on les mette en haut pour faire rayonner encore leur nom. Ils ne font pas de marche. Ils n'affrontent pas les difficultés. Ils n'affrontent pas les épreuves. Ils n'affrontent pas les adversités. Et ils attendent la récompense. Et ils attendent la récompense. Faites attention. Dans ces élections-là, nous aurons deux types de candidats. Ceux qui sont avec le peuple. Ceux qui portent les difficultés du peuple. Ceux qui portent les aspirations du peuple. Ceux qui portent les souffrances du peuple. Ceux qui endossent tous les facteurs du peuple et qui marchent avec le peuple et qui parlent pour le peuple et qui respirent pour le peuple et qui parlent le peuple. Nous aurons ceux-là. Et au pouvoir, ceux-là, ils sont représentés par Michel Gbagbo. À côté de ceux-là, vous aurez ceux qui veulent profiter du peuple. Ceux qui veulent profiter du peuple. Ils veulent profiter du peuple. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des hommes d'affaires. Ce sont des commerçants. Quand ils n'ont plus de liquidité, ils pensent qu'ils doivent récupérer la mairie pour avoir la caisse de la mairie, pour faire fructifier leurs affaires. Ce sont des dangers publics. Allez pouvoir ici. Allez pouvoir ici. Si vous voyez un candidat homme d'affaires, méfiez-vous de lui. Si vous voyez un candidat homme d'affaires, méfiez-vous de lui. Ce sont des aventuriers politiques. 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 Quel que soit leur nom, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur famille, ce sont des aventuriers politiques. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Vous avez comme ces deux types de candidats ici. Vous avez l'enfant du pauvre qui vient se mettre au service des pauvres. Et vous avez les commerçants qui viennent pour faire leurs affaires. Allez au pouvoir ici, vous aurez deux types de candidats. Vous et nous sommes des enfants de pauvres. Vous et nous sommes des enfants de pauvres. Chers amis, on n'a pas dit avec tuer la mort. Chers amis, on n'avait pas de parents pour nous pousser. On était abandonnés à nous-mêmes. Nos parents n'avaient pas d'argent. Certains étaient planteurs, d'autres étaient brouilleurs. La vie ne nous a pas fait cadeau. Chers amis, on n'a pas de tonton, on n'a pas de tanti. En Côte d'Ivoire ici, celui qui est le pauvre a sorti de la tête, à avoir de l'honneur, à avoir de la dignité. Celui qui est le pauvre a sorti de la tête pour avoir de la fierté. En Côte d'Ivoire ici, celui qui parle au nom des pauvres et pour les pauvres, c'est Gbagbo. Voilà. Et puis Gbagbo a été bombardé alors qu'il a gagné les élections. S'il a été humilié, s'il a été ridiculisé, s'il a été déporté, alors qu'il a gagné les élections, c'est parce qu'il est enfant de pauvres. C'est parce qu'il est enfant de
pauvre. Et un enfant de pauvre, quand il a ça de pouvoir, il se met à la disposition d'un pauvre. Il se met au service d'un pauvre. Et je viens vous dire, Michel Gbagbo est un enfant de pauvre. Il vient au pouvoir pour la pauvre, pour servir la pauvre. Applaudissez Michel Gbagbo. Allons-y à Mikao. Allons-y à Mikao. Regardons à Mikao. On verra les pauvres à Mikao. Allons-y à Wasakara. On verra les pauvres à Wasakara. Allons-y à Paboué. On verra les pauvres à Paboué. Allons-y à Sikoji. On verra les pauvres à Sikoji. Allons-y à Yopougon, un peu partout. Nous sommes tous des enfants de pauvres. Il faut un enfant de pauvre pour comprendre la souffrance d'un pauvre. Il faut un enfant de pauvre pour parler au nom d'un pauvre. Il faut un enfant de pauvre pour servir les pauvres. Il faut un enfant de pauvre pour porter les aspirations d'un pauvre. Michel Gbagbo est un enfant de pauvre. Et quand je dis ça, j'entends certains dire, si Michel est un enfant de pauvre, laissons pas être président. Chers amis, regardez autour de vous. Regardez le président. Regardez le président. Gbagbo Laurent, il a ri avec les gens dans ce pays. Les gens dans ce pays veulent faire des enquêtes sur lui pour voir s'il avait l'argent. Il dit, allez-y. Si vous trouvez quelque chose, prenez. Allez-y. Si vous trouvez quelque chose, prenez. Les gens de ce pays ont fouillé partout, aux États-Unis, en Suisse, un peu partout. Et ils ont conclu que cet homme-là, il est indigent. Il est indigent. C'est-à-dire, il est en bas de pauvre. Gbagbo Laurent est indigent. Et pourtant, il a été président de Côte d'Ivoire. Et pourtant, il a été président de la République de Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Il n'a jamais voulu se servir de la caisse nationale. Il n'a jamais voulu puiser dans le trésor national pour donner à ses enfants. Il n'a voulu jamais n'a voulu prendre l'argent du contribuable ivoirien. Jamais Gbagbo n'a voulu prendre l'argent des Ivoiriens pour donner à sa famille. Gbagbo Laurent lui-même, regardez-le. Regardez-le. Regardez les autres présidents qui ont gouverné avant lui. Regardez les autres présidents qui gouvernent après lui. Et puis comparez leur vie à la vie de Gbagbo Laurent. Mais c'est un choix. C'est un choix. Parce que quand tu es pauvre et que tes amis pauvres t'ont fait confiance et qu'ils t'ont mis au sommet, il ne faut pas t'enrichir, il ne faut pas t'embourgeoiser, il faut penser à eux. C'est pourquoi ici à Yopougon, on doit être vigilant. J'entends certains dire, celui-là, il va rendre le pouvoir à Manhattan. Chers amis, il ne vient pas pour rendre le pouvoir à Manhattan. Il vient pour se servir de la caisse de Yopougon pour augmenter sa richesse. Les riches prennent l'argent de pauvres pour s'enrichir davantage. Et les pauvres, n'ayant plus d'argent, ils restent pauvres. Mettez votre confiance en quelqu'un d'entre vous. Et ce quelqu'un ici à Yopougon, c'est Michel Gbagbo. Quand j'ai fini de dire ça, je viens vous dire, chers frères, chers amis, que les mairies là,
Les mairies là, sont un enjeu capital. Vous savez qu'à la mairie, on fait les extraits de naissance. Est-ce que vous savez qu'à la mairie, on fait les extraits de naissance? Est-ce que vous savez qu'à la mairie, il y a quelque chose qu'on appelle état civil? Vous savez ça? Mais pendant les 10 ans que nous ne sommes pas là, qu'est-ce qu'ils ont fait de notre état civil? Pendant les 10 ans que nous étions absents, à qui est-ce qu'ils ont donné des extraits de naissance? Aujourd'hui, je suis en train de parler à des jeunes qui ont envie de réussir dans la vie. C'est vrai que nos parents sont pauvres, mais Dieu n'a pas dit que nous devons rester pauvres. C'est vrai que nos parents n'ont rien, mais Dieu n'a pas dit que nous n'aurons rien. Ils ont pris notre mérite. Et je le dis en connaissance de cause, parce qu'il y a le maire, député maire de Tiens-Salé, à Salé Seboko qui a dit, notre état civil est une catastrophe. Ils ont pris notre mairie, ils ont pris nos mairies. Allez-y leur dire ça. Ils ont pris nos mairies. Ils ont donné des extraits de naissance à des gens qui n'ont ni père ni mère. Ils ont pris nos mairies et ils ont prêté notre identité comme des amuse-gueules. Ils ont pris nos mairies et ils ont donné des extraits à des étrangers. Des gens que nous savons étrangers. Des étrangers avec lesquels nous vivons. Ils leur ont donné des extraits de naissance. Et avec des extraits de naissance, ces étrangers, ces gens, ni père, ni mère, ont eu des cartes d'identité. Avec ces extraits de naissance, ils ont eu des cartes d'identité. Et avec les cartes d'identité, je parle aux jeunes, avec les cartes d'identité, ils se sont arrangés pour avoir de faux diplômes. Et ils ont le BPC. Et ils ont le bac. Et ils ont le BTS. Alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Alors qu'ils ne savent ni lire ni écrire. Parce qu'ils n'ont ni père ni mère. Parce qu'ils n'ont ni père ni mère. Et parce qu'ils n'ont ni père ni mère, ils ne savent ni lire ni écrire. Et pourtant, ils ont le PPC, ils ont le bac, ils ont le BTS. Et avec le PPC, le bac et le BTS, ils passent les concours. Et toi, l'étudiant, diplômé, master 1, master 2, 2 et 1, doctorat, tu n'as pas de travail. Ils ont des faux BPC, ils ont des faux bacs, ils ont des faux BTS. Et quand ils passent le concours, vous allez à l'affichage, vous voyez Kabisoko, Abraham, Kandia, Fofana, vous voyez Pitogo, Boribana, vous voyez Adama, Pibana, vous voyez Pitogo, ils ont frotté sur nos extraits de naissance. Ils ont frotté sur nos cartes d'identité nationales. Ils ont frotté sur nos diplômes. Et ils sont admis. Et nous, on n'est pas admis. Eux, ils sont admis. Et nous, on n'est pas admis. Frère, voici ce qui nous attend. Et si on ne fait pas attention, qu'on continue de leur laisser diriger la mairie, mais dans 5 ans, 10 ans, nous-mêmes, nous serons étrangers dans notre propre pays. Et quand ils ont la mairie, regardez ce qu'ils font. Ils disent là, c'est un quartier précaire.
Alors que ce sont les Ivoiriens qui vivent là-bas, les Ivoiriens démunis, les Ivoiriens pauvres, qui n'ont rien, qui ne peuvent pas être ailleurs que là. Ils cassent ce quartier dit précaire. Et puis eux, ils payent le quartier. Et ainsi, vous allez les voir, ils sont devenus propriétaires de nos terres. Ils sont devenus propriétaires de nos terres. Ils nous chassent de nos terres. Et puis ils payent nos terres. Nous ne savons pas où dormir. Et ils viennent construire leur supermarché. Ils viennent construire leur station. Ils viennent construire leurs affaires. Ils ont besoin de Yopougon pour fructifier leurs affaires. Ils ont besoin de Yopougon pour fructifier leurs affaires. Il faut que vous compreniez ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez que ceux qui sont candidats contre Michel Gbagbo sont un danger pour Yopougon? Est-ce que vous comprenez qu'ils viennent à Yopougon avec la malédiction? Est-ce que vous comprenez que Pitogo et autres portent en eux le malheur? Et que s'ils viennent à Yopougon, le malheur va s'abattre encore sur Yopougon. Vous avez compris ça? Si vous avez compris ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si vous avez compris ça, quel type de jeunes pour faire gagner Michel Gbagbo? Quel type de jeunesse pour faire gagner Michel Gbagbo? On va installer Michel. On va installer Michel. On va installer Michel. Applaudissez Michel Gbagbo. Applaudissez Michel Gbagbo. Applaudissez. Bible. Quel type de jeunesse avons besoin pour la victoire de BSC ici à Yopougon? Chers amis, c'est très important. Je vois des jeunes qui ont envie de faire la politique. J'ai vu des jeunes et je vois des jeunes qui ont envie de faire la politique. J'ai vu des jeunes et je vois des jeunes qui n'ont pas envie de s'inscrire dans des peurs inutiles, mais qui ont envie de faire la politique. Frère, je viens vous dire que la politique c'est un métier. C'est mon grand-mère qui l'a dit. C'est mon grand-mère qui l'a dit. C'est mon grand-mère qui l'a dit. Il dit, la maçonnerie est un métier. Il dit, la menuiserie est un métier. Il dit, chauffeur de taxi, c'est un métier. Il dit, douanier, c'est un métier. Il dit, la politique, c'est un métier. D'abord, on a dit, la politique est un métier. Si tu choisis de faire la politique, si tu choisis de faire la politique, tu dois connaître les codes de la politique. C'est ça, non, Michel? Mais si tu veux être maçon, il y a les codes de la maçonnerie, non? Il faut savoir mélanger le sable avec le ciment. Est-ce que tu as dit ça? Jamais. Il faut savoir poser les briques, aligner. Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que tu connais ça? Si tu veux être architecte, il faut connaître. C'est un métier.
La politique, c'est aussi un métier. La politique est aussi un métier. Il faut connaître le code de la politique. Le premier code pour tout jeune qui veut faire la politique, c'est de prendre conscience. C'est de prendre conscience qu'on dirait qu'il y a une injustice qui se passe là. On dirait qu'il y a une injustice qui se passe là. Il prend conscience de cette injustice qui se passe tout juste à côté de lui. Et il prend conscience de faire en sorte que cette injustice ne se propage pas. Tu prends conscience que les gens commettent l'injustice à côté de toi. Donc, il nous faut une jeunesse consciencieuse. Une jeunesse consciente, c'est-à-dire une jeunesse qui sait qu'à la mairie de Yopougon, les gens prennent l'argent de la mairie pour accroître leur richesse. Une jeunesse qui sait qu'à Yopougon, les gens ne sont pas au service de la population de Yopougon, mais ils sont au service de leur parti politique. Et quand tu prends conscience, tu t'engages. On a besoin d'une jeunesse engagée. Une jeunesse engagée. Je n'ai pas dit une jeunesse dégagée. Et je vais vous donner un exemple d'une jeunesse engagée. Une jeunesse engagée. Une jeunesse de conviction. Une jeunesse qui ne recule devant aucun danger, aucune épreuve. Parce que quand tu as la conviction, tu traverses même le feu. C'est par conviction que Babylone est resté sous les ponts sans fuir. On a besoin d'une jeunesse engagée, d'une jeunesse de conviction. L'autre, par exemple, de Ikolagi. Ikolagi n'est pas là. Ikolagi. Ikolagi, comme vous voyez là, il travaille à la mairie de Yopougon. Vous le connaissez? Il travaillait à la mairie de Yopougon. Et à cause de ses activités politiques, un jour le maire a appelé. Le maire lui a dit, tu choisis entre tes activités politiques et rester à la mairie. Oh, Ikolagi travaillait, il faisait des activités politiques les samedis et les dimanches. Il est venu me trouver Daï et moi. Il dit, ah, voici le combat des frères. On dit, toi, tu veux quoi? Il dit, parce que je suis engagé. Et que pour rien au monde, je vais régner mes convictions. J'ai choisi de faire la politique. Donc, après le mec. Mais cette décision-là, ça fait qu'il a côtoyé la galère, la misère, la pauvreté. Il dormait à Benjamin sous des bâches noires. Mais il était toujours présent quand on avait besoin de lui pour le combat. C'est de ce type de jeunesse qu'on a besoin.